son voyage avec Caro la voyageuse. Allô les voyageurs! Pour ceux qui ne connaissent pas encore Organiser son voyage sans perdre la tête, c'est le blog où on apprend à préparer nous-mêmes notre voyage, à notre image et selon nos envies, mais facilement et sans se casser la tête. Donc, dans notre dernier podcast, je vous ai parlé de comment choisir comme il faut notre destination, mais une fois que c'est fait, il faut maintenant décider d'un itinéraire. Mais qui dit décision dit parfois choix déchirant. Dans un séjour à Copenhague, est-ce que je me concentre sur une visite de la ville ou je m'éloigne un peu pour voir le château de Kronborg? Quand je suis en road trip dans le nord de la France, c'est où que je veux arrêter? Il y a tellement de choix. Bon, c'est sûr que lire un peu sur notre destination peut apporter une bonne partie de la réponse. Moi, personnellement, quand il vient le temps de dessiner mon itinéraire, j'ai 3 ressources principales et c'est de ça que je vais vous parler dans les minutes qui s'en viennent. Donc, je vais lire des guides de voyage, je vais utiliser diverses applications, puis quand je sais ce qui m'intéresse le plus, je vais aller lire des avis de voyageurs. Donc, si je commence par les guides de voyage, mon préféré, c'est les guides National Geographic. Ils ont beaucoup de photos, des belles pages glacées. Les rabats ont souvent une carte de transport du pays ou de la ville principale. Donc, ça convient tout à fait à la visuelle que je suis. Souvent, les photos vont être le déclencheur pour un voyage. Je vais avoir un coup de cœur pour une photo, puis je vais me dire hey, « il faut que j'aille voir ça ». Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça d'un guide de voyage. Et en plus, ils ont des sections, une section entre autres avant de partir qui donne quelques indications sur les principaux attraits, la culture de la ville, etc. Puis tout au long du guide, il y a des encadrés à ne pas manquer. Ils nous indiquent c'est quoi les incontournables dans cette région-là et ça peut donner de l'inspiration pour décider quoi aller voir dans ce coin-là. J'en ai acheté plusieurs, j'ai toujours adoré les consulter. Ils sont pas trop gros. Des fois, je les apporte avec moi en voyage, des fois non, ça dépend. Mais c'est vraiment des très beaux guides. Ensuite, l'autre guide, évidemment, incontournable, là, c'est les Lonely Planet. Je les aime beaucoup, sont très complets, sont bien écrits, totalement indépendants. Ils ont une section itinéraire. Ils nous suggèrent des itinéraires, par exemple, d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon le temps qu'on a à consacrer à cette ville ou à cette région ou à ce pays-là. Ça nous donne vraiment des idées là, de où aller principalement pendant cette durée-là. Ils ont aussi une section envie de. Donc, c'est des endroits à ne pas manquer si vous avez, par exemple, envie d'œuvres d'art, de plage, de vin. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de temps à consacrer à de la lecture, c'est beaucoup plus rapide d'aller consulter directement ces sections-là que d'aller lire tout le chapitre sur la ville ou sur la région. La seule chose avec les guides Lonely Planet, c'est qu'ils sont souvent volumineux, sont souvent lourds. C'est pas un défaut pour ce qui est de la préparation, mais personnellement, moi, je les apporte jamais en voyage parce qu'ils prennent trop de place. Sauf qu'ils font aussi une série de guides en quelques jours, comme par exemple San Francisco en quelques jours. Donc, dans ces guides-là, ils sont beaucoup plus petits. Et ça nous évite d'acheter le guide complet de la Californie là, si on va juste à San Francisco. Puis en plus des suggestions de choses à voir puis de la section envie de, bien, il y a aussi un plan détachable de la ville. Donc, c'est quand même intéressant à pouvoir l'apporter avec nous en voyage. Finalement, il y a Ulysse qui font aussi une série Escale à. Par exemple, moi, j'avais acheté Escale à Toronto, je l'ai bien aimé. Il est sur le même format que de la série en quelques jours là, de Lonely Planet, donc il est facile à transporter, il va pouvoir être consulté pendant le voyage. Dans les Ulysse, j'ai bien aimé la section Le meilleur de Toronto en quelques heures, en 5 expériences uniques, en 15 dates importantes, puis encore plein d'autres. Donc, c'était une belle section parce que ça nous faisait apprendre des choses sur notre destination, ça donnait des activités à faire, puis des fois même, il y avait des activités moins connues, moins populaires, donc ça peut être aussi le fun d'avoir accès à ces informations-là. Bon, là, on est en 2019, hein, donc les applications, les sites Internet, c'est vraiment très utile pour décider notre itinéraire. J'ai commencé par les livres, là, mais on s'entend que la majeure partie de la recherche va se faire sur les sites Internet puis sur les applications. Il y en existe vraiment plusieurs, mais ici, là, je vous liste ceux que j'utilise le plus souvent en commençant par le site Internet de Wikivoyage. Donc ça, on connaît Wikipédia, là, c'est le même principe, c'est un principe de projet d'encyclopédie collective. Donc chacun va contribuer à remplir les différentes sections. Donc là, on peut faire rechercher une destination sur le site et il va y avoir plusieurs onglets. Par exemple, il va y avoir la section « Comprendre »,« Quartier »,« Circuler »,« Voir »,« Manger »,« Se loger », plein d'autres. Des fois, ça varie aussi selon les destinations. Puis quand on clique sur chacun de ces onglets-là, ça nous amène à la section correspondante dans le texte. Fait que le site se navigue super bien.
Puis évidemment, là, justement, comme je disais, vu que c'est un principe d'encyclopédie collective, bien, chaque section est plus ou moins remplie. Mais quand c'est des destinations populaires, c'est vraiment très bien documenté. Puis même quand c'est moins populaire, souvent, on peut quand même trouver de l'information pertinente là-dessus. Donc, on peut commencer par là pour avoir de l'information gratuite, surtout sur nos destinations. Bon, l'application Google Trip, j'ai découvert ça récemment. C'est une de mes amies qui m'a fait connaître ça. Puis encore une fois, un peu comme sur Wikivoyage, ben il y a plus ou moins d'informations selon la destination qui est choisie. Mais mettons que je prends Paris. Dans Paris, les onglets qu'on peut voir. Quand on a un onglet, par exemple, le premier, Affaires à voir. On peut le trier selon nos intérêts. Ça peut être les lieux populaires, les parcs et jardins, les marchés alimentaires, le magasinage, l'art, les musées, les salles de concert. Et il y en a vraiment beaucoup. On peut le trier comme ça. Ensuite, il y a une autre section qui est programme de journée. Donc, évidemment, là, ça, c'est pour l'inspiration, pour se donner une idée qu'est-ce qui est marchable ou qu'est-ce qui est faisable en une journée. C'est bien pratique. Une section se déplacer. Ça, j'aime bien. J'ai bien aimé cette section-là parce qu'entre autres, ça nous dit comment se rendre de l'aéroport jusqu'au centre-ville, puis c'est quoi les transports en commun dans le coin. Donc, c'est très, très pratique de pouvoir consulter ça avant de partir. Il y a aussi une section informations pratiques sur les différents quartiers de la ville. Là, ça, j'imagine que quand on va être rendu à l'hébergement, ça va être pratique de pouvoir se référer à cette section-là parce qu'on va pouvoir se donner une idée, c'est quoi les quartiers, qu'est-ce qui se passe dans chacun des quartiers, où est-ce qu'on veut aller habiter, qu'est-ce qui est safe ou moins safe. Finalement, la dernière section qu'il y avait pour Paris, c'était une section remise avec des rabais sur différentes activités. Donc, Paris, là, il est vraiment complet. Il y en a d'autres qui contiennent un peu moins d'affaires, que les Anglais sont un peu différents. Mais quand même, Google Trip, c'est une bonne base aussi pour pouvoir s'enligner sur notre itinéraire. Bon, l'application OneNote. OneNote. Faut en parler. Depuis que je l'ai découvert, moi, je me fais des bloc-notes pour tout. Okay? Des bloc-notes pour le travail, pour gérer mon blog, pour les voyages. C'est tellement pratique. Mais par exemple, dans un bloc-notes de voyage, je vais me faire un onglet déplacement, hébergement, dépenses, carnet de voyage. Puis à mesure que mes réservations d'hôtel puis d'avion vont être confirmées, je vais les insérer dans ces onglets-là. Fait que tout va être au même endroit pendant le voyage si j'ai besoin de consulter ça ou de donner une preuve de réservation rapidement. Je peux aussi indiquer c'est quoi mes principales dépenses, celles que je vais devoir partager avec mes compagnons de voyage. Puis, évidemment, c'est là-dessus que je rédige mes mémoires, donc mon carnet de voyage, autrement dit, à chaque jour. C'est le fun parce que je peux écrire du texte, insérer des photos, puis après, quand je reviens chez nous, je fais un beau PDF avec ça et ça s'imprime et ça me fait un beau cahier. Donc, j'aime bien, c'est un peu, c'est pas scrapbook, là, parce que c'est pas aussi inventif et artistique que le scrapbook, mais il reste qu'avec le texte puis les photos à la même place, c'est vraiment le fun. Une autre application que j'aime bien consulter avant le départ, c'est Hidden Place. Ça me permet de voir c'est quoi les endroits qui sont moins connus, mais qui ont été appréciés par d'autres voyageurs, parce que chacun des voyageurs peut participer à Hidden Place, puis à ajouter ses lieux préférés dans chacun des pays. Les endroits sont cotés selon leur niveau de tourisme, leur niveau de risque, puis leur coût. Donc, selon qu'est-ce qu'on est capable d'accepter là, comme prix ou comme risque, on peut décider si on va là ou pas. On peut rechercher sur la carte, on peut rechercher par mots-clés, donc c'est bien. Puis, de mon côté, moi, que j'avais fait une recherche sur Hidden Place quand je suis allée en Irlande du Nord, je savais que je m'en allais à la chaussée des Géants. Puis, j'ai vu qu'il y avait les falaises de Portrush sur le chemin. Puis, je me serais jamais arrêtée là si je n'avais pas vu sur Hidden Place, mais là, je me suis arrêtée, puis c'était vraiment beau. Je suis contente d'avoir pu ajouter ça sur mon trajet. Ensuite, l'UNESCO. Depuis que j'ai visité le Grand Canyon et les chutes Niagara, j'adore inclure les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO dans mes voyages parce que ce soit une merveille de la nature ou que ce soit une merveille bâtie par l'homme, vous pouvez être sûr que ça va être impressionnant puis que ça va être intéressant à aller voir. Donc, il existe évidemment un site Internet qui les liste et on peut faire le tri par pays là-dessus. Donc, on voit rapidement là, qu'est-ce qui pourrait faire partie de notre itinéraire puis qu'est-ce qui va être pour la prochaine fois. La prochaine application là, ou le prochain site, ça dépend comment on l'utilise, là, ça se passe de présentation, c'est Google Maps. Ça pourrait être MapMe aussi, que j'aime bien. Donc, mais Google Maps, c'est sûr que pour télécharger des cartes, là, maintenant qu'on peut faire ça, c'est vraiment très utile là, parce qu'on peut utiliser hors ligne par la suite. Puis, en voyage à l'étranger, on aime ça. MapMe, lui, c'est tu les télécharges avant de partir, les cartes aussi. Puis, après ça, on y a accès hors ligne, je veux dire, de la même façon.
Le prochain site, espace de présentation, là, c'est Google Maps. Sauf que je m'en sers pour 2 choses principales. OK? Ça pourrait être Google Maps ou ça pourrait être MapMe aussi. Les deux ont la même fonction. Donc, je m'en sers pourquoi? Je m'en sers de un pour télécharger des cartes puis les utiliser hors ligne par la suite quand on est à l'étranger. Là, c'est essentiel. Puis ensuite, je m'en sers aussi parce que je vais flaguer toutes les attractions ou tous les endroits où je vais aller voir ou mes hôtels, par exemple, qui seraient déjà réservés. Et là, ça va me permettre d'avoir toute une vision globale là, de ce que j'ai envie de faire. Puis s'il y a des points qui sont vraiment pas là, dans un itinéraire logique, ben là, je pourrais le laisser de côté pour ce voyage-là si c'est moins pratique de s'y rendre cette fois-là, ou je pourrais m'arranger pour faire passer l'itinéraire par là. Après ça, c'est très visuel et puis on peut rapidement là, décider ça serait quoi qui est le plus logique comme chemin. Puis là, eh bien, vu que c'est Google Maps puis MapMe, ben on sait c'est quoi le temps de déplacement entre les endroits, c'est quoi le meilleur moyen de transport entre les deux. Donc, vraiment, là, ça, c'est comme à la fin, une fois que j'ai décidé à peu près tout ce que je voulais aller voir, en les pointant comme ça puis en le voyant sur une carte globale, ben c'est plus facile là, de se faire un circuit logique. La dernière application, c'est le convertisseur de devises XE. Ça, autant quand je réserve que quand je suis sur place là-bas, je m'en sers. Je veux savoir comment va coûter mon hébergement ou mon souvenir. Puis, tu sais, quand c'est en dollars US, c'est sûr qu'on commence à être habitué. Là. Les euros, c'est pas si pire. Mais quand tu veux convertir rapidement des couronnes suédoises ou des roupies indiennes en dollars canadiens, t'es bien content d'avoir ton convertisseur de devises proche. N'hésitez pas à ajouter en commentaire vos propres applications incontournables que vous utilisez avant le voyage ou pendant le voyage. Ça m'intéresse d'en connaître plus et puis de savoir qu'est-ce que vous utilisez. Finalement, les commentaires de voyageurs. Donc, une fois là, que j'ai tout ça, j'ai mon itinéraire logique qui est fait, je sais qu'est-ce que je vais aller voir, bien, je tape chacune des activités, souvent sur le site de TripAdvisor. Ça pourrait être d'autres sites aussi ou juste googler ordinaire. Et là, je lis un peu qu'est-ce que les gens en ont pensé. Donc, par exemple, là, je vais taper le Colisée de Rome. Qu'est-ce que les gens ont pensé de ça? Bien, évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir toujours ceux qui ne sont pas contents, là, qui ne sont jamais contents. De toute façon, ils vont trouver l'endroit trop cher, trop touristique, trop éloigné, puis quoi d'autre. Sauf que nous, quand on lit ça, bien, on est capable de faire la part des choses, puis selon ce qu'on est prêt à accepter. Donc, lui, il dit que c'est trop cher, mais j'ai l'argent. Parfait, on s'en fout. C'est loin, mais j'ai le temps. Je loue une voiture. Ben, coudonc, pas de problème. Quand je lis ces commentaires-là, ça me fait aussi penser de vérifier si les attractions que je veux faire sont bien occupées ou s'ils nécessitent d'être achetées à l'avance. Par exemple, j'ai vu des musées là, qui demandaient de réserver une heure en particulier pour y accéder parce qu'ils veulent doser l'affluence dans le musée. Bon. Des fois, il y a des endroits qui sont renommés là, pour être très occupés. Je pense à Universal Studios, entre autres. Fait que là, c'est possible d'acheter une passe coupe-fil qui revient plus cher, mais qui nous évite de faire la queue pendant des heures à l'entrée. Parce que c'est sûr, si on est là, il n'y a rien qu'une journée, ben on veut profiter au maximum de notre journée. Donc voilà, ça résume les outils que j'utilise quand vient le temps de décider mon itinéraire. C'est sûr que ça peut être des choix déchirants, des fois, mais vous pouvez être sûr que votre voyage va toujours être satisfaisant. Donc à bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à écrire un petit commentaire et ou à partager le podcast. Ça fait toujours plaisir.